Raymond Barre consulte Guichard, Le Canuet, Pognat et les autres. Accueil favorable à la bourse, le dollar à 4,95. François Sérac à Antenne 2, lutte contre l'inflation et reprise économique. Pot de vin d'Aloukide, le prince Bernard démissionne. Malgré l'interdiction, la cueillette des bananes se poursuit à Basse-Terre. Mesdames et messieurs, bonsoir. La tradition de toutes les républiques a été scrupuleusement respectée aujourd'hui au ministère du Commerce extérieur du quai Branly à Paris, qui n'avait pas connu de tel remue-ménage politique depuis Antoine Pinet. Alors est-ce un signe? Je ne sais. En tout cas, anciens ministres, restants ou partants, nouveaux promus pour qui ce n'est qu'un retour et nouveaux tout court, se sont succédés toute la journée dans le bureau de Raymond Barre, en suivant, il m'a semblé, un certain ordre de préséance qui est peut-être une indication sur la hiérarchie du futur cabinet dont l'information, c'est officiel, sera annoncée demain soir. C'est derrière ces fenêtres aux rideaux tirés, au deuxième étage du ministère du Commerce extérieur, dans le bureau qu'il occupe, que M. Barre travaille à constituer actuellement le nouveau gouvernement. Ces consultations, comme on dit, eh bien, M. Barre les a faites beaucoup par téléphone, comme il nous l'a expliqué, mais aussi en recevant de très nombreux visiteurs, des visiteurs que les journalistes n'étaient pas les derniers à attendre. Rude journée pour M. Raymond Barre, arrivé dès 8h30 à son bureau du quai Branly. Après les visites protocolaires d'usage à l'Élysée et au Sénat, il se rendra à l'Assemblée nationale et au Conseil constitutionnel lorsque leurs présidents seront rentrés. Après ces visites d'usage, le Premier ministre ouvre le bal des consultations en recevant à 12h M. Olivier Guichard, avec lequel il s'entretient une quarantaine de minutes. Après un intermède pour déjeuner en famille, nous précisons, M. Barre reprend ses consultations et dès lors, son bureau ne désemplit pas. À 15h, c'est Michel Poniatowski qui se présente le premier dans la cour du ministère du Commerce extérieur. Il est suivi une demi-heure plus tard par le garde des Sceaux qui arrive à pied. Puis, c'est à 15h50 au tour de M. Fourcade de se rendre chez le Premier ministre, un M. Fourcade très détendu et souriant. Une heure plus tard, Mme Simone Veil apporte une note féminine au défilé en arrivant à son tour au ministère du Commerce extérieur pour voir le Premier ministre. Elle est très vite suivie par M. Jacques Médecin, secrétaire d'État au tourisme du gouvernement démissionnaire, et de M. Michel Durafour, ministre du Travail jusqu'à hier. Et puis, à partir de 18h, le mouvement s'accélère, coup sur coup arrivent messieurs Robert Gallet, Mazot, Stirn, Dornano, Sauvagnargues et Vincent Ansquer. À 19h enfin, le Premier ministre quitte le quai Branly pour se rendre à Matignon, où il doit voir M. Chirac. Eh bien, j'ai deux listes en poche. D'abord, la bonne, celle de gauche, ceux qui devraient rester ou arriver. D'abord, trois noms princiers, ceux que très vite on va appeler les conseillers du roi. Dans l'ordre exact d'arrivée, quai Branly, Olivier Guichard, UDR, ministre d'État, sans doute chargé de la justice. Michel Poniatowski, républicain indépendant, ministre d'État lui aussi, qui ne devrait pas bouger. Et puis Jean Le Canuet, centriste, ministre d'État, lui encore, qui pourrait gérer un vaste portefeuille des affaires sociales. Voilà un triumvirat qui pourrait très vite devenir un quatuor si Michel Durafour devient lui aussi ministre d'État, Michel Durafour représentant de la dernière composante de la majorité. Ajouter à cela une promotion pour les giscardiennes toujours, Michel Dornano, Jean-Pierre Soisson, Paul Dijoux. D'autres bons points pour André Rossi, Norbert Segard ou Jacques Barrot. Le maintien acquis des UDR, Jean de Lipkowski, Robert Gallet, Yvon Bourges. L'arrivée d'hommes plus marqués à gauche, Pierre Brousse, le maire de Béziers, Henri Caillavet ou Jacques Pelletier. Et puis des nouveaux en masse, par exemple les Calvet, les Maintret, les Colli, les Coulet. Vous verrez, on en reparlera. Voilà pour les bons points. Et puis, dans ma poche de droite, ceux qui sont menacés. Et d'abord, je crois, les Chiraciens, ceux qui pourraient suivre dans sa chute l'ancien Premier ministre. Je pense à René Tomasini, à Pierre Mazot, à Jean Tibéry. Ensuite, ceux dont on parle depuis un certain temps, Jean Sauvagnargues, André Fossé, Michel Guy. Et puis une incertitude pour Simone Veil, qui a paru un petit peu lassée du pouvoir ces derniers temps. Une incertitude aussi pour Jean-Pierre Fourcade. Voilà, par omission ou par excès de pessimisme, certains m'en voudront. Je leur souhaite quand même bonne chance. Les réactions politiques en particulier sont toujours assez peu nombreuses ce soir après la démission de Jacques Chirac et la nomination de Raymond Barre. Probablement parce que la plupart des responsables politiques, économiques et sociaux attendent, préfèrent connaître la composition de la nouvelle équipe au complet et voir surtout quelles seront ses premières actions.
Une réaction à noter tout de même, celle de M. Claude Labbé, le président du groupe UDR à l'Assemblée, qui est le groupe le plus important et sur lequel le nouveau Premier ministre devra compter pour soutenir sa politique économique au Parlement. Elle est importante car M. Labbé indique dans un communiqué que, parlant du remaniement bien sûr, il ne s'agit pas d'une simple modification, mais d'une situation différente qui implique la définition d'une attitude nouvelle. Il parle bien sûr de son groupe. Autre réaction d'un autre ordre qui, si elle est traditionnelle, n'en est pas moins intéressante, c'est celle de la Bourse de Paris qui a enregistré une certaine hausse aujourd'hui, notamment en matière monétaire, ce qui montre que la nomination de Raymond Barre a été bien acceptée par les milieux financiers. Davantage de monde autour de la corbeille, davantage de transactions aussi à la Bourse de Paris aujourd'hui. Puis, pour la première fois depuis 3 semaines, l'indice général des valeurs françaises a été en hausse. Sur le front monétaire, le franc s'est redressé. À Paris, il a regagné du terrain contre le dollar, le Deutschmark et le franc suisse notamment. Exact. Oui, aujourd'hui, surtout contre le dollar, contre les autres monnaies aussi. Il faut dire que M. Barre est tout de même un homme qui a une expérience monétaire importante et donc on peut décourager la spéculation indépendamment des problèmes fondamentaux de l'économie. Mais il faut attendre de connaître la composition du nouveau gouvernement et le détail des mesures économiques qui seront prises pour savoir si la bourse est réellement repartie de l'avant. Le marché n'est peut-être pas très large aujourd'hui, mais il est déjà plus large qu'hier. Vous avez donc la possibilité d'avoir un marché qui peut s'améliorer beaucoup, à condition toutefois que le président Barre prouve, et ça a l'air très possible, que ses premières idées se révèlent aussi valables que celles qu'il avait déjà émises. Les boursiers sont donc favorablement impressionnés par la réputation de Raymond Barre et satisfaits, semble-t-il, de sa déclaration de guerre à l'inflation. Voilà, la bourse a donc plutôt bien réagi, ce dont d'ailleurs Valéry Giscard d'Estaing s'est félicité en privé. Peut-être aussi parce que les capacités en matière économique du nouveau Premier ministre sont indiscutables et qu'elles ont rassuré. Mais Raymond Barre, ce n'est pas simplement le professeur d'économie politique, c'est aussi un haut fonctionnaire européen brillant, un homme politique, un homme public surtout hors des partis politiques. Et je vous propose de découvrir un peu plus complètement ce nouveau personnage à la tête des affaires de l'État et qui était jusqu'à présent assez peu connu du grand public. Vous allez le découvrir. En janvier dernier, Raymond Barre, nommé ministre du Commerce extérieur, accompagne Jacques Chirac en Inde. Il est alors peu connu du grand public. Mais les politiciens et les économistes apprécient la carrière de cet homme de 52 ans, discret, économiste de renommée internationale, qui fut un conseiller écouté du général de Gaulle, de Georges Pompidou, de Valéry Giscard d'Estaing. C'est une continuité. Le Premier ministre est né à Saint-Denis de la Réunion de père commerçant. Il commence très tôt une carrière universitaire, se spécialisant dans l'économie politique. Récemment encore, il enseignait à la faculté de droit de Paris et à Sciences Po. Il y a 2 ans, le ministre de l'Éducation, Joseph Fontanet, lui demande de rédiger un rapport sur la réforme de l'enseignement secondaire. Alors, le projet de réforme du baccalauréat que nous avions élaboré ensemble était vraiment tout à fait révolutionnaire et brisait avec un certain nombre d'habitudes de la société française que d'ailleurs M. Barre avait dénoncé très nettement dans ce rapport. C'est d'ailleurs, pour l'essentiel, les objectifs qui ont été repris dans le projet de réforme du système éducatif que M. Haby a présenté et que le précédent gouvernement a adopté. Raymond Barre est de par son caractère un modéré. Politiquement, c'est un gaulliste, européen convaincu, libéral, qui a l'estime de nombreux hommes politiques, y compris à gauche. Si le nouveau Premier ministre n'a jamais fait de carrière politique, il a approché la chose politique, notamment aux côtés de Jean-Marcel Jeanneney au ministère de l'Industrie, dont Raymond Barre fut le directeur de cabinet. Il a vraiment, je crois, tous les atouts qu'il faut pour être un grand ministre et un bon Premier ministre. Chacun sait qu'il est un des meilleurs économistes, comme l'a dit Valéry Giscard d'Estaing, au courant de toutes les théories les plus modernes, mais capable de s'en affranchir et de ne jamais perdre de vue la réalité. Il a un très grand sens du possible et je dirais du compromis, ce qui pour un homme politique est nécessaire, tout en ayant une extrême fermeté de conviction.
En 1967, Raymond Barre est nommé à la Commission européenne de Bruxelles, dont il deviendra le numéro 2. Il aura à Bruxelles des contacts fréquents avec Valéry Giscard d'Estaing, alors ministre des Finances. Une estime réciproque naît entre les deux hommes, ce qui explique que le président Giscard d'Estaing va souvent lui confier des missions, entre autres la préparation du sommet de Rambouillet. En le désignant hier comme Premier ministre, le président de la République l'a qualifié d'économiste le plus apte en France à lutter contre l'inflation. Cette action, a répondu Raymond Barre, sera menée avec détermination. Hier, Valéry Giscard d'Estaing, dans l'interview accordée à Charles Bodina, que vous avez suivi dans le journal de 20 h, précisait bien que la mission prioritaire du nouveau Premier ministre, ce serait de lutter contre l'inflation. L'inflation, le fléau de l'économie française, dont on n'arrive pas à se débarrasser malgré de multiples tentatives. Que peut-on faire de plus ou faire d'autre? Autrement dit, essayons un peu d'anticiper sur ce que pourrait être le programme du nouveau gouvernement. Alors, peut-être le plus simple est-il de se référer aux théories économiques que Raymond Barre défend depuis un certain nombre d'années devant ses étudiants. Comme un certain nombre d'autres journalistes Antenne 2, j'ai fréquenté les bancs de cet amphithéâtre des Sciences Po à écouter un cours d'économie que faisait un professeur nommé Raymond Barre. Tant le nouveau Premier ministre que le président de la République lui-même ont indiqué que la première tâche du nouveau gouvernement serait de vaincre l'inflation. Alors, en feuilletant le cours de M. Barre, voici ce qu'il disait à l'époque de l'inflation. Il y a deux types de processus inflationnistes, ouverts ou latents. Pour ce qui est de l'inflation ouverte, on trouve dans ce cours, écrit il y a plus de 6 ans, 3 points principaux et un peu prophétiques. D'abord, la hausse des matières premières. Aujourd'hui, pour la France, cela veut dire les prix du pétrole. Ensuite, la hausse des salaires. Pour que le gouvernement puisse juguler l'inflation, il ne faut pas que la rémunération des salariés augmente. Enfin, écrivait M. Barre, la faiblesse de la monnaie. Et c'est sans doute la priorité numéro 1 du nouveau Premier ministre, essayer de rendre sa santé au plus vite à un franc qui a beaucoup souffert ces derniers mois. Eh bien, c'est aujourd'hui, et ce que nous venons d'entendre le confirme, le début d'une phase nouvelle dans la Ve République. Il y a eu l'après-De Gaulle, l'après-Pompidou, il s'agit maintenant de l'après-Chirac. La manière dont l'ancien Premier ministre a quitté hier le pouvoir a été jugée inconvenante en haut lieu, je peux vous l'assurer, aussi bien d'ailleurs que par des gens comme Jacques Chaban-Delmas, qui lui avait connu les mêmes épreuves, mais s'était comporté bien différemment. En défiant l'Élysée, Jacques Chirac a en quelque sorte galvanisé, s'il en était besoin, le président de la République. Il a choqué bon nombre de ses partisans et donné bonne conscience à ceux qui, de toute façon, étaient décidés à apporter leur soutien à Valéry Giscard d'Estaing. L'après-Chirac, dans ces conditions, cela veut dire quoi? D'abord, la fin de ce qu'on appelait le cabinet noir, composé surtout des deux conseillers politiques de l'ancien Premier ministre, Pierre Juillet et Marie-France Garot, dont l'influence a été jugée déterminante et néfaste sur Jacques Chirac au cours des derniers 6 mois. Ensuite, la fin des copinages qui, derrière la façade de l'UDR, débouchaient encore quelquefois sur des combinaisons discutables. Ainsi, les coups de main donnés par Matignon à M. Hersant pour ses opérations de presse n'ont pas été appréciés à l'Élysée. Enfin, et c'est sans doute l'essentiel, l'après-Chirac devrait correspondre au triomphe des vues du président sur la société française. À la différence de son ancien Premier ministre, le président de la République ne considère pas que la France est coupée en deux, que 50% des Français adhèrent corps et âme au programme commun de la gauche. Jacques Chirac, par exemple, voulait déclencher des élections anticipées cet automne avec une campagne électorale courte dans le but d'arracher une victoire à l'abordage. Valéry Giscard d'Estaing, au contraire, entend démontrer aux Français que la société qu'il préconise, lui, est meilleure que celle que dessine le programme commun, et il estime que 20 mois ne sont pas trop pour apporter cette démonstration. On retrouve là des idées directrices du président, la détente, la décrispation, le respect du citoyen. Il s'agit maintenant de les faire passer dans les faits. Ce sera l'après-Chirac, une tâche difficile. Pour la CGT, le changement de gouvernement, comme les déclarations du président de la République, indique la volonté d'un renforcement de la politique d'austérité. Pour Force ouvrière, comme pour la CGC, les cadres,
La vraie question est de savoir si la concertation sera poursuivie. Quant à la CFTC, elle estime que le problème numéro 1, c'est l'inflation et l'emploi. Demain, Edmond Maire dira ici même, dans ce journal, ce qu'il pense de la situation économique et sociale dans son environnement politique actuel. Mais ce soir, c'est François Sérac qui s'exprime pour Antenne 2. Et pour le président du CNPF, quel qu'ait été le nom du Premier ministre et quelle que soit la composition du nouveau gouvernement, les priorités demeurent pour cette rentrée. Et ces priorités, ce sont la consolidation de la reprise économique, et tout le monde se retrouve sur le second point, vous allez le voir, la lutte contre l'inflation. Nous pensons qu'il n'y a pas un objectif prioritaire, mais deux. Il est nécessaire d'abord que la réanimation de l'économie française se poursuive. Elle a été forte entre octobre et avril, elle s'est ralentie entre avril et juillet. Ça a correspondu à une amélioration sensible du niveau de l'emploi depuis le 1er janvier. Mais il est certain que si notre économie ne repart pas en avant au lendemain des vacances à travers 76 et 77, eh bien, l'amélioration du niveau de l'emploi, elle aussi, sera stoppée. Par conséquent, le premier problème, c'est celui-là. Deuxièmement, il y a également le problème de l'inflation, qui est un très grand problème, et lié au premier, car contrairement à ce que beaucoup pensent, l'inflation est désastreuse pour le redressement économique. En particulier, elle augmente les charges des entreprises, elle diminue la valeur de la monnaie et nous fait payer plus cher nos matières premières importées, notre pétrole, etc. Et elle nous met dans une condition d'infériorité à terme. Donc il faut pouvoir trouver le moyen, à la fois, de redonner un deuxième souffle au redressement économique et de poursuivre notre progrès dans le domaine de l'emploi, et il faut en même temps maîtriser l'inflation. Alors justement, Monsieur le Président, quels pourraient être ces moyens face à ces deux objectifs, à savoir la consolidation de la reprise économique et la lutte contre l'inflation, selon vous? Je vous ai dit que ce n'était pas inconciliable, c'était même étroitement uni. Ceci dit, la mise en place d'une action de cette nature suppose véritablement une sorte de consensus social, c'est-à-dire que les Français aient bien devant les yeux la véritable dimension du problème. Ça ne se réduit pas à un débat sur les salaires, ou ça ne se réduit pas à un débat sur les prix. Il faut voir véritablement l'ensemble du problème. Et nous pensons que tout ceci devrait débuter par une initiative du gouvernement qui est seul dans ce pays à avoir des responsabilités globales. Mais en tout état de cause, le temps de la rigueur est arrivé. Alors dans ces conditions, ne craignez-vous pas que les tensions sociales ne viennent remettre en cause les efforts qui pourraient être accomplis et que les salariés ne veuillent pas accepter ou être aussi bien disposés qu'on veut bien le croire, notamment en modération des salaires? Les moments de rigueur sont jamais faciles. Et effectivement, si le mot rigueur est peut-être un peu dur, je crois que le temps d'un effort national est venu pour nous remettre dans le sillage des autres grands pays occidentaux qui, eux, naviguent maintenant à l'abri de l'inflation, qu'il s'agisse de l'Allemagne, des États-Unis, du Japon et peut-être demain de l'Angleterre et après-demain de l'Italie ou des pays nordiques. Voilà le problème tel qu'il est posé. Raymond Barre, le nouveau Premier ministre, paraît-il être l'homme de la situation? Nous avons connu M. Raymond Barre, vice-président de la Communauté européenne pendant 6 ans. Il a été un excellent vice-président. Il a été un bon ministre du commerce extérieur pendant quelques mois. Et il nous semble avoir les qualités de l'esprit et du caractère nécessaires au succès de sa mission. Je pense que M. Raymond Barre réunit, il n'est peut-être pas le seul, mais il est un de ceux qui réunissent le plus d'atouts pour réussir, et je pense qu'il est de l'intérêt de tous les Français de souhaiter son succès. La nouvelle est tombée sèchement cet après-midi sur les téléscripteurs des agences, le prince Bernard des Pays-Bas, autrement dit le mari de la reine Juliana,
est suspendu de toutes ses fonctions officielles et ne sera plus désormais qu'un prince consort effacé et silencieux. C'est, bien entendu, l'aboutissement de l'affaire des pots de vin de Lockheed, puisque le rapport de la commission d'enquête était présenté cet après-midi au gouvernement néerlandais. L'affaire a éclaté comme une bombe en Hollande le 6 février dernier. Ce jour-là, la commission d'enquête du Sénat américain sur les pots de vin de la firme Lockheed met en cause à mot couvert le prince Bernard de Lippe, l'époux de la reine Juliana. Le scandale aussitôt est immense aux Pays-Bas où la famille royale est révérée. Le prince, inspecteur général des forces armées, et très introduit dans les milieux d'affaires aéronautiques, dément aussitôt les accusations. Des accusations qui laissent entendre que le prince aurait reçu plus d'1 million de dollars, 5 millions de francs, pour inciter les Pays-Bas à acheter des avions américains. Sur l'ordre du gouvernement néerlandais, une commission dite des Trois Sages est désignée pour enquêter sur la culpabilité du prince Bernard. Malgré les démentis, la rumeur s'enfle. Certains pensent que la reine pourrait abdiquer. Pour la 4e fois en 2 semaines, la reine et le prince Bernard ont interrompu aujourd'hui leurs vacances en Italie, cette fois pour entendre le verdict public des enquêteurs. Silence absolu régnait dans ce Parlement, comme M. Denal l'a dit. Le prince Bernard s'est fait séduire à prendre des initiatives qui étaient complètement inacceptables. La façon d'agir, a-t-il conclu, du prince Bernard a nui à l'intérêt de l'État. Cela signifie que le prince Bernard doit quitter dès maintenant ses fonctions d'inspecteur général des armées et se retirer de tous les conseils d'administration d'entreprise dont il fait partie. Bien que le fait que le prince Bernard a accepté lui-même des pots de vin de Lockheed n'a pas été prouvé, il est tout de même clair que l'époux de la reine a su que Lockheed voulait l'acheter. À l'époque, il ne s'est pas élevé contre ces méthodes. Une poursuite judiciaire du prince est exclue pour le moment par le gouvernement, qui voit des problèmes pour la reine si jamais le prince serait déclaré coupable. Par contre, tout, et vraiment tout le rapport de la commission a été rendu public, ce qui constitue déjà une très grave censure de ses actions. La reine n'appliquera pas pour le moment, mais la publication du rapport Lockheed ternera sans doute, et pour de bon, l'image de la monarchie en Hollande. L'opinion publique paraît pour le moment complètement stupéfaite que l'époux de la reine a été bien et bien impliqué dans cette fameuse affaire Lockheed. Zij erkent de bijzondere diensten die prins Bernhard ons land heeft bewezen. Zij Mise en garde des évêques du Nord aux catholiques, si vous assistez à la messe de Monseigneur Lefebvre dimanche prochain au Palais des Sports de la Foire internationale de Lille, vous contribuerez à diviser l'Église. Pour sa part, Monseigneur Gand, l'évêque de Lille, a tenu aujourd'hui même une conférence de presse après avoir regretté le mauvais procès fait par l'évêque traditionnaliste d'Écône à la messe de Paul VI. Monseigneur Gand a précisé, par rapport à la messe de Pie V, il n'y a pas de modification de fond. Taxer la messe de Paul VI d'hérésie, aucun catholique ne doit l'admettre. Confusion totale à Soweto en Afrique du Sud après les affrontements qui ont opposé des Noirs à d'autres Noirs. En 48 heures, les troubles ont fait 22 morts et plusieurs centaines de blessés. 1500 travailleurs zoulous avaient lancé une attaque contre un quartier de Soweto pour se venger des grévistes qui avaient incendié la veille un de leurs hôtels. 50 maisons ont été littéralement rasées. La police affirme avoir ouvert le feu contre les manifestants zoulous. Pendant 3 jours, la grève des travailleurs noirs avait complètement paralysé la vie dans la région de Johannesburg. Candidature d'Anwar el-Sadat à la présidence de la République égyptienne, le Conseil du peuple, qui est le Parlement égyptien, a proclamé hier le Raïs candidat à la présidence. On peut s'attendre à ce que le 16 septembre prochain, un véritable plébiscite avalise cette décision et renouvelle le mandat du président Sadat pour 6 ans. Il faut dire que pour l'instant, le régime égyptien est un régime à parti unique. Mais des élections législatives suivront cette réélection et là, il est question d'admettre le pluralisme des partis. Une solution en Corée pour éviter qu'à l'avenir les forces nord-coréennes et américaines soient trop rapprochées, une ligne de démarcation séparera les deux camps à l'intérieur du village de Panmunjom. Cette solution est à l'origine d'une proposition faite par les Nord-Coréens après les incidents de la semaine dernière qui avaient mis les deux Corées en état d'alerte. Cette zone de sécurité commune est la seule partie de la zone démilitarisée où les soldats des deux camps peuvent s'approcher les uns des autres. Les journalistes de François réunis en Assemblée Générale viennent de décider, je viens de l'apprendre, de suspendre leur mouvement de grève. Donc François reparaîtra
Demain, un accord a été réalisé entre M. Paul Vinclair, le directeur général de François, et l'intersyndicale des journalistes. En attendant, les journalistes manifestaient cet après-midi. Une manifestation à laquelle participaient environ 2000 journalistes pour soutenir l'action des grévistes, bien entendu, et un certain nombre de rédactions s'étaient associées au mouvement. Près de 2000 journalistes et travailleurs de l'information ce matin pour manifester leur solidarité avec leurs confrères de François et protester contre les concentrations dans la presse. Principale cible des manifestants, Robert Hersan, déjà propriétaire du Figaro, qui vient de racheter 50% des parts de François. Est concerné par le conflit actuel et je pense que tout le public devrait se sentir concerné car c'est vers l'uniformisation de la presse que nous allons. Je crois que nous sommes là tous directement concernés par cette affaire, d'autant plus qu'elle se passe dans des conditions politiques peu claires, puisqu'on ne sait pas d'où vient l'argent, puisque cette mainmise sur François se fait dans des conditions parfaitement illégales, et que le gouvernement semble, pour ce qu'on peut en savoir, plutôt favoriser ce type de manœuvre financière, alors qu'il fait de grands discours sur la liberté en général et sur la liberté de la presse en particulier. C'était aujourd'hui le 32e anniversaire de la parution des ordonnances prises à la Libération pour protéger les entreprises de presse de l'emprise des pouvoirs et de l'argent. À l'appel de l'Union nationale, les syndicats de journalistes, les manifestants réclamaient l'application de ces textes et le respect de l'esprit qui avait présidé à leur rédaction. Ce matin, plusieurs agences, dont l'agence France Presse, ont observé un arrêt de travail de 12 heures. François, qui n'a pas paru aujourd'hui, reparaîtra demain. Pendant une période transitoire de 1 mois, sa gestion courante sera confiée à M. Désiré Godin, administrateur général du journal. Le volcan de la Soufrière, la Guadeloupe, fait un peu moins parler de lui ces jours-ci. Pourtant, il n'y a pas grand-chose de changé à Basse-Terre. La région dangereuse est toujours évacuée et le volcan récalcitrant reste toujours aussi menaçant. Pourtant, il faut bien vivre là-bas, il faut bien que la vie s'organise et tant bien que mal, les producteurs de bananes, principale richesse de l'île, continuent leur travail quotidien. Nous sommes dans la zone interdite. Tout le monde est donc parti, ou presque, depuis 8 jours. Le gros inconvénient, c'est que personne ne peut plus travailler. C'est pourquoi cette zone interdite ne va pas le rester pendant longtemps. La préfecture a commencé à délivrer des laissez-passer, à contre-cœur. Mais la pression de ceux qui ont envie de reprendre leur activité s'accentue quotidiennement. Aujourd'hui, par exemple, plusieurs camions ont franchi le barrage de gendarmerie avec des ouvriers. Les ouvriers des bananeraies ont envie de rattraper le temps perdu et ils ont surtout besoin de leur salaire. Les saisonniers sont partis très tôt. Femmes et enfants restent dans la zone protégée. Les camions profitent de l'hésitation des gendarmes qui ne savent plus vraiment qui doit passer ou non pour aller jusqu'aux plantations de bananes. Il faut aller très vite après 10 jours d'interruption. Gaston Donino, qui sait tout faire après 33 ans de métier, est capable de couper 900 régimes en une journée. Un régime de bananes pèse 25 kilos. Plusieurs ouvriers chargés du transport aident le coupeur. Il y a un homme qui coupe le régime et il y en a un autre qui le transporte. Alors celui qui coupe, il peut en couper combien par jour? Celui qui coupe 800 à 900 régimes par jour. Par jour. Et celui qui transporte, il transporte 800 ou 900 régimes par jour également? Non. Non. Alors, il en transporte combien? 150. 150 à 200 régimes par jour. D'accord. Il y a plusieurs transporteurs pour un coupeur. Pour un coupeur. Celui qui coupe est payé comment? À la pièce, à la journée, au mois? À la journée. À la journée. Combien par jour? 8 heures de temps de travail. À combien de l'heure? À 535. Et celui qui transporte, il est payé comment? Par régime. Je lui rapporte combien? 35 centimes. 35 centimes, et il en transporte 200 à peu près, 150 dans la journée. Dans la journée. Le travail dans une bananeraie est paradoxalement saisonnier et annuel. Cela veut dire en fait que la récolte se fait toute l'année, mais que le nombre des ouvriers est variable selon les mois. Un coupeur peut travailler 3 jours ou 6 jours par semaine. Ceux qui sélectionnent les bananes, ceux qui les préparent, les emballent puis les transportent jusqu'au bateau, ont tous des salaires qui varient selon la conjoncture, c'est-à-dire autour du SMIC guadeloupéen,
1400 francs par mois. Actuellement, moins de la moitié. Gaston Denino fait partie des privilégiés. Il a construit petit à petit sa propre maison. Sa femme et ses enfants sont réfugiés. Lui est resté, il veut travailler, et son jardin pourrait presque lui suffire pour subsister. La population de la Basse-Terre commence à trouver le temps long. Le volcan gronde la nuit, mais l'éruption qu'on attend n'arrive pas. Tant mieux sans doute. Mais dans quelques semaines, les habitants pourraient bien s'habituer à la menace et revenir chez eux, contre l'avis du préfet. Faut bien vivre. Il y avait un quartet cet après-midi à Vincennes dans la 5e course, le prix de Cambrai. Il fallait jouer pour gagner 14, 10, 8 et 12. Un coup d'œil sur la météo avant de refermer cette édition du journal. Il faisait très chaud aujourd'hui sur la France, en particulier sur la moitié nord, avec des températures comprises entre 27 et 30 degrés. Demain, il fera un peu moins chaud, avec des nuages passagers de la Bretagne à l'Alsace et aux Flandres. Le temps restera orageux de l'Aquitaine à la Méditerranée, tandis que des Alpes aux Charentes et à la Vendée, il y aura un peu de brouillard le matin et du soleil l'après-midi. Très rapidement, deux petites nouvelles avant de refermer ce journal. Monsieur Caillavet, qui représente d'une certaine manière le centre-gauche, a décliné l'offre d'entrée au gouvernement et Monsieur Barre et Chirac se sont entretenus 3 quarts d'heure à Matignon, mais il n'y a pas eu de commentaires. Merci d'avoir suivi ce journal avec toute la rédaction d'Antenne 2. Je vous souhaite une excellente soirée. Mais avant de retrouver le grand échiquier de Jacques Chancel, d'une exceptionnelle qualité ce soir, je vous propose de revoir tout de suite les principaux titres de l'actualité. Raymond Barre poursuit ses consultations, Olivier Guichard sollicité. Le patron des patrons insiste aussi sur la reprise économique. Assemblée des journalistes, François reparaît demain. Affaire Lockheed, le prince Bernard démissionne de toutes ses fonctions publiques. 23h50, le dernier journal d'Antenne 2.